Donc nous allons parler du module de l'alcool, un gros module pour plusieurs raisons, parce qu'il va y avoir à parler de la prise en charge de l'alcool au niveau du sevrage, puis après la prise en charge au long cours. Aussi parce que l'addiction à l'alcool est une des addictions les plus répandues en France à différents points, au niveau sociétal, au niveau de l'épidémiologie. Une des plus importantes, la deuxième drogue qui tue le plus, et c'est une drogue licite, c'est l'alcool. La première licite, c'est le tabac. Donc, on va aborder ce thème-là sur les différents points. Donc l'alcool est une drogue légale, mais pas moins dangereuse, très admise dans notre société, dans la consommation au travail, la consommation en famille, entre amis, une consommation qui peut être en binge, c'est-à-dire de façon importante sur une courte période, une consommation qui peut être chronique. Combien de patients on a reçus disent « Est-ce que vous consommez de l'alcool ?» Oui, comme tout le monde. Eh oui, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, comme tout le monde. C'est-à-dire, moi, si je vous prends la plupart de mes patients, ils consomment, comme eux, à peu près 100%, une bouteille et demie de vin par jour. Donc, c'est consommer de l'alcool comme tout le monde. Je ne suis pas sûr que ce soit la norme qu'il faille appliquer. L'OMS nous dit 2 verres maximum par jour et pas tous les jours. Parce qu'à l'époque, il nous disait 2 verres maximum par jour, et 3 verres chez les hommes, ça faisait 21 verres maximum par semaine chez les hommes et 14 chez la femme. Ça correspond à 3 bouteilles de rouge par semaine chez l'homme et 2 bouteilles de rouge chez la femme. Ça veut dire que si vous consommez pas plus que ça, vous étiez dans la norme et vous risquez pas grand-chose. Je vous déconseille de consommer, messieurs, 3 bouteilles par semaine et mesdames, 2 bouteilles par semaine et d'avoir une activité sportive très engagée. Vous verrez vite qu'il va y avoir une incompatibilité de tout ça. Donc aujourd'hui, c'est 2 verres maximum, homme ou femme, par jour et pas tous les jours. Parce que finalement, on pourrait se dire, hier, je n'ai pas consommé, aujourd'hui, je vais consommer parce qu'il faut absolument garder le rythme des 2 verres. Alors, c'est 2 verres maximum, bien sûr, et c'est pas il faut boire 2 verres, c'est maximum 2 verres et pas tous les jours. Voilà. C'est bien de clarifier les choses parce que des fois, un slogan, on peut le faire un peu comme on veut et ce n'est pas terrible. Alors, je vais vous parler également de la notion de verre standard, qui veut dire que dans chaque verre, il y a la même quantité d'alcool. Dans un verre de whisky, un verre de bière, flûte de champagne, un verre de vin, il y a la même quantité d'alcool. C'est la quantité, en fait, le contenant qui va changer. Une flûte de champagne équivaut à 10 centilitres. C'est du vin à 12 degrés. Le vin, 12 degrés. Les vins ont tendance à passer à 13, voire 14, voire 14,5 degrés. Ce sera à peu près 10 centilitres aussi. Un demi de bière, c'est 25 centilitres, mais il s'agira de la bière à 5 degrés. Quelqu'un qui vous dit « j'ai bu 2 bières », mais quand à l'entretien, vous voyez qu'en fait, il a bu 2 bières qui correspondent à des 50 centilitres et à 8 degrés 6, comme les 8,6 par exemple, ça veut dire qu'il a bu de la bière qui est 2 fois plus élevée en quantité d'alcool que la bière standard à 4,5-5 degrés, et que le contenant est 2 fois plus important. Donc en fait, une bière équivaut à 4 bières. Et comme il vous dit qu'il en a bu 2, ça veut dire qu'il a bu l'équivalent de 8 verres standards, 8 demi de bar. Autrement dit, il a bu l'équivalent d'une bouteille de vin, alors qu'il vous dit j'ai bu 2 bières. Donc c'est important de bien cerner et d'aller un peu approfondir pour tout mettre en verre standard ou unité internationale. Faites transférer à chaque fois les consommations aux patients eux-mêmes. Quand par exemple ils font un carnet de suivi, on va en reparler, les carnets de suivi où ils vont noter la consommation d'alcool sur la journée et donc sur la semaine, en unité standard et pas en nombre de bières ou en nombre de pastis. Pareil, un pastis c'est 2 centilitres et demi. Vous savez qu'à Marseille, on change la position des doigts et du coup, on va dire que c'est 2 doigts comme ça et pas 2 doigts comme ça. Donc, il va y avoir un peu plus de pastis que prévu. Mais le pastis servi à la maison n'aura rien à voir avec celui qui est servi dans un bar. Quand on se sert de l'alcool à la maison, il n'a pas du tout les quantités du bar. Le bar va respecter les quantités standards, 2 centilitres et demi pour les alcools forts, les alcools à 40 degrés. Que ce soit le pastis, le whisky,
ou la vodka ou autre. À la maison, il peut y avoir beaucoup plus et on ne va pas faire attention parce que si on se sert dans un verre comme celui-ci du whisky, il se peut qu'il y ait 4, 5, 6, 8 ou 9 centilitres. Donc là où j'ai dit j'ai bu 2 whisky, en fait, il faudra peut-être multiplier par 3, ça voudra dire 6 ou 8 verres standards. Et donc, ça change tout, puisque comme vous le savez, une bouteille de vin, ça équivaut à peu près à 7-8 verres standards. Donc, ça veut dire que c'est pas j'ai bu 2 verres, j'ai bu une bouteille. Quelques définitions de l'alcool. L'ivresse simple, une manifestation comportementale de l'action de l'alcool sur le fonctionnement cérébral. Donc, la consommation d'alcool va faire évoluer les symptômes de façon progressive et en 3 phases successives. On a la phase d'excitation psychomotrice, donc où la personne elle est un peu ivre, elle est un peu imbibée, elle est alcoolisée, elle peut être un peu joyeuse, exaltée. Il y a la phase d'incoordination où là elle va commencer à marcher pas tout à fait droit, à tituber, à raconter peut-être un peu n'importe quoi. Je peux donner l'exemple quand j'expliquais aux patients. La première phase, c'est la phase où on est au comptoir et on discute avec tout le monde. La deuxième phase, un peu d'incoordination, c'est là où on est sur le comptoir ou derrière le comptoir. Et puis la troisième phase, c'est la phase comateuse où là, en fait, on est en face de comptoir, dans un coin de mur, en train d'écuver en attendant la phase de réveil le lendemain et d'avoir éliminer toute la consommation d'alcool. Attention à cette phase comateuse quand même parce qu'elle peut être létale suivant si on est dehors, on peut avoir une hypothermie et puis c'est là où on peut être aussi victime puisque on n'est plus du tout vigilant. Cette troisième phase, on le reverra dans le module de la cocaïne, va être repoussée par la prise de cocaïne qui elle est exaltante, qui est psychostimulante et qui va diminuer les effets sédatifs de l'alcool qui arrivent à la phase comateuse. Donc attention, parce qu'on a l'impression de ne pas être alcoolisé avec la prise de cocaïne, sauf que l'alcoolémie continue de monter, c'est juste que les sensations ne sont pas là. Donc attention quand même avec l'association alcool et cocaïne qui fait se créer dans le corps un composé qu'on aura l'occasion de revoir qui s'appelle le cocaéthylène. L'ivresse pathologique qui est plus fréquente en cas de troubles de la personnalité, surtout psychopathique ou sociopathique sous-jacent, et qui peut entraîner des états d'excitation psychomotrice, voire d'hallucination, de perte de mémoire au moment où des actes peuvent être délictueux, peuvent être voire criminels réalisés et entraîner une dangerosité potentielle pour l'individu et également pour son entourage. Ça peut être des personnes qui peuvent être victimes ou à l'occasion générer des rixes, des bagarres et donc des faits médico-légaux. Donc quelques définitions qui sont un peu plus anciennes et qui ont peut-être moins d'intérêt aujourd'hui que le DSM-5 a fait son apparition. L'abus ou usage nocif d'alcool, donc c'est une consommation répétée ayant une nocivité sociale, sur les relations conjugales, difficultés avec la justice, difficultés au niveau professionnel et au niveau de l'entourage. Au niveau professionnel également, au niveau physique, au niveau psychique. Et la persistance de cette consommation reste avérée malgré la nocivité de celle-ci. Le plus souvent, les critères stricts de dépendance ne sont pas retrouvés. Et c'est là où on va voir dans la définition d'après où il y a les critères de dépendance. Donc le syndrome de dépendance alcoolique, c'est là un état neurobiologique et psychologique. Donc il y a la partie physique et psychologique qui sont présentes, bien sûr la partie comportementale, liée à cette consommation répétée de consommation d'alcool. Elle se traduit par la nécessité d'augmenter la dose quotidienne d'alcool, donc ça fait effet à la notion de tolérance, et de poursuivre cette consommation d'alcool en dépit des syndromes de sevrage. Et en fait, les consommateurs vont prendre le produit pour éviter les signes de manque. Rien de tel que pour éviter les tremblements, les sueurs et les signes de manque désagréables du matin que de consommer quelques verres. Encore une fois, quelques anecdotes de patients qui me disaient, un patient là qui me revient à l'esprit, électricien, câbleur de courant faible, qui devait brancher des câbles sur des chantiers et qui tremblait tellement, n'arrivait pas à réaliser ses tâches et le patron qui lui tapait dans le dos, qui lui dit écoute, tu arrêtes, tu vas au bar, tu vas boire tes 2 verres du matin et tu reviens. C'est ce qu'il faisait et effectivement il ne tremblait plus et il pouvait faire son boulot.
Alors évidemment que ce n'est pas tout à fait ce qu'il devrait faire. On a des traitements pour le sevrage, hein, notamment certaines benzos. Et puis le mieux, c'est de prendre conscience qu'on a un vrai problème d'alcool, de faire un sevrage, une prise en charge longue et de vivre sans la dépendance du produit, ce qui fait référence à ce qu'on a dit au tout début en introduction, la contrainte sur le corps, l'esclavagisme, les chaînes qui nous relient au produit. D'ailleurs, il y a certaines affiches qui montrent en fait un bras qui est menotté et au bout de la chaîne, il y a une bouteille. Donc la dépendance à l'alcool est classée en 4e position des pathologies invalidantes par l'OMS. Donc ça, c'est un élément qui date de 2004, qui est un petit peu ancien maintenant, mais qui voulait dire que rien que l'alcool est derrière les cardiopathies ischémiques, donc infarctus, maladies coronariennes, les maladies vasculaires cérébrales, donc les AVC, et le trouble dépressif, qu'il soit unipolaire ou bipolaire. Donc 4e, c'est quand même l'alcool. J'avais lu une étude qui disait que si on enlevait les tentatives de suicide et les admissions aux urgences pour alcoolisme aigu, les centres d'accueil des urgences de New York, je ne dis pas qu'ils se tournaient les pouces, mais ils étaient beaucoup plus tranquilles. Comme on peut le voir sur ce schéma, quelque chose de très intéressant, c'est que l'alcool est la substance qui a le plus d'impact sur l'entourage. Toute drogue confondue, licite ou illicite. C'est très important de pouvoir le verbaliser aux patients et notamment aux familles quand elles sont présentes. Pour ceux qui auront à animer des ateliers d'addictologie et pour les familles, c'est important de leur dire parce qu'ils se reconnaîtront là-dedans. L'alcool va avoir le plus d'impact sur la famille, devant toutes les autres substances. En termes d'impact sur l'individu, l'alcool sera 4e. Quand on voit l'impact de la consommation à long terme sur l'individu, quand je parle d'impact, c'est au niveau somatique, en fait on voit qu'il va y avoir un impact au niveau des différents organes, notamment ORL, c'est connu, également le foie, et au niveau du cancer du sein, on aura l'occasion d'y revenir. Ce qui est important, c'est de voir que quand on diminue la consommation d'à peu près 50%, on diminue de 8 fois l'impact sur l'organisme. Donc c'est important de préciser aux patients que si sa consommation, elle n'est pas à zéro, mais qu'elle diminue de 50%, c'est déjà énorme parce que 50% c'est divisé par 2 les risques et on divise par 8 en fait les risques. Donc diviser par 2 la consommation, c'est diviser par 8 les risques sur l'organisme. Il y a un intérêt à diviser la consommation. D'où l'intérêt de l'accompagnement, d'où l'intérêt de la réduction progressive et d'où l'intérêt de certains traitements qui vont permettre la réduction de la consommation d'alcool, diminuer le craving, diminuer l'appétence et qu'un verre ou 2 verres sera beaucoup moins risqué que la bouteille.